histoire de sensibiliser donc les élèves à la surexposition aux écrans et surtout leur rapport qu'ils ont avec les écrans, savoir s'ils connaissent déjà les écrans qui sont apportés demain et dans leur vie quotidienne, donc les interroger sur leurs connaissances. Déjà ça s'arrête, donc là j'ai arrêté ma présentation. Et puis et les sensibiliser d'eux-mêmes aux problèmes de santé que peut générer un abus des écrans. Donc, on a travaillé donc, avec ces élèves de grande section sur l'utilisation raisonnée, raisonnable et surtout comment accompagner les élèves, mais aussi, surtout, les parents aussi, hein, dans la co-éducation. Donc, nous sommes partis, enfin, je suis partie, hein, parce que j'étais quand même toute seule à mener les séances qui ont été travaillées en amont avec les enseignants qui m'ont reçu dans leur classe, à partir d'un album Maëlle et Maïva pour dire que dans la vie de tous les jours, les élèves étaient confrontés aux écrans. Et je leur ai posé la première question. Si je vous dis écran, vous pensez à quoi dans votre tête? Alors, on lève les doigts. Vas-y. Télévision. Et toi, tu penses à quoi quand je dis écran? Télé aussi. Et toi? Ordinateur. Et toi? Une tablette. Tout le monde sait ce que c'est une tablette? Oui, oui, oui. Oh là là. Et toi? Film. Le film que tu regardes où alors? Sur ta télé. Donc un écran, c'est une télévision. C'est quoi aussi un écran pour toi? Un téléphone. Et puis pour toi? Un téléphone aussi. Et toi? Voilà, donc on a fait une petite enquête et j'en ai généré un nuage de mots. Et si donc c'est très visible que les enfants, ils ont deux écrans qui reviennent toujours, c'est la télévision et le support téléphone, hein, donc qui maîtrisent très bien d'ailleurs à leur âge. Donc là, après, je les ai interrogés un petit peu sur les règles d'utilisation qu'ils avaient à la fois chez eux et chez les grands-parents, et on voit qu'il y a quand même une plus grande flexibilité et un petit peu moins de contrôle quand ils étaient chez les grands-parents. Alors c'était histoire de libérer la parole des élèves, hein, parce que là, ils se sont un petit peu lâchés. Hein, mais avec papy-mamie, on a le plateau de télé quand même, il faut savoir. Voilà. Et on mange devant les actualités. C'est bien connu. Et après, il n'y a pas forcément de règles à la maison, sauf chez certains. Jamais en semaine. Il y en a, c'est matin, midi et soir. Donc, il y a vraiment une multitude d'utilisations différentes en fonction des foyers des enfants. Voilà. Et après, on a parlé des écrans et moi, les dangers qu'ils pouvaient reconnaître. Moi, j'aime beaucoup la réflexion de certains élèves qui disent si on regarde trop la télé, on a les yeux carrés. Voilà, donc je me suis amusée. Ça nous empêche d'être intelligents. Donc, il y a quand même une prise de conscience, quand même, qu'à trop regarder les écrans, ça ne nous rendait pas forcément intelligents. Le cerveau ne grandit pas, ça nous empêche de dormir correctement. Du coup, notre cerveau ne va pas bien se développer. Ils ont déjà beaucoup de notions hein, de dangerosité, déjà conscience de la dangerosité des écrans sur l'impact des écrans. J'ai du mal à m'endormir des fois, et quand on fouille un peu, ils regardent des choses un peu violentes le soir avant d'aller se coucher, et donc il y a un problème, de sommeil et de comportement aussi au retour dans les classes le lendemain. Et pour finir dans cette classe, on a trouvé je voudrais demander le mot de la fin, qu'est-ce que vous en tiriez comme conséquence, enfin comme grande phrase. Ceux qui inventent des écrans, ils les inventent pour empêcher les gens de dormir, voilà déjà. Et les écrans, ça rend fou. Donc des élèves de 5 ans qui répondent ça. Moi je trouve quand même que c'est pas mal. Il faut savoir que dans cette école, à Pau-Lantin, on est en train de monter un projet sur les écrans, pas uniquement sur les 10 jours sans écran, mais il va y avoir tout un filage toute l'année sur l'accompagnement des écrans auprès des enfants et surtout par des parents, par des cafés des parents avec les parents, donc sur les dangers des écrans, ou comment mieux accompagner son enfant, parce que comme on disait, on ne peut pas faire fi de notre évolution de la société, il faut aussi accompagner les élèves. Donc j'avais, juste avant, s'il te plaît, Jennifer, j'avais créé une enquête qui a été donnée en groupe d'ateliers dirigés dans les 3 classes de maternelle sur déjà les écrans qu'ils utilisaient à la maison, de quelle façon ils les utilisaient et surtout leur lieu, où est-ce qu'ils utilisaient les écrans.
Donc ça a été fait par petits groupes de 4 de manière individuelle pour pas que les enfants, bon ils n'ont pas fait appel à GPT, ils n'ont pas triché, c'est justement pour avoir leur propre réponse et pas celle de la collectivité. Et nous avons recueilli dans ces sondages-là juste lundi, hein, et on en a fait des pourcentages, Jennifer. Voilà, avec quand même des choses qui pourraient nous questionner. Il y a 100% des élèves qui utilisent des téléphones portables à la maison. Il y a, lieu de la télévision, il y a quand même 24% des élèves qui regardent, enfin des jeunes élèves hein, qui regardent la télévision depuis leur chambre. Donc ça veut dire qu'il y a des postes de télé dans les chambres. Et ce qui m'a aussi interrogé, c'est avec qui. Il y a quand même 7% des élèves, alors c'était sur 55, hein, un petit panel, hein, c'était juste une représentation. Il faudrait aller faire des enquêtes sur toutes les écoles. Il y a quand même 7% des élèves qui regardent tout seuls les écrans, que ce soit tablette ou téléphone, voilà, ou télé. Donc il y a eu quand même quelques remarques faites auprès des enseignantes sur cette enquête-là, qu'il faudrait rajouter les consoles de jeu et les vidéoprojecteurs parce que dans les nouveaux foyers, il n'y a plus de télévision, mais c'est remplacé par les vidéoprojecteurs. Ils m'ont même expliqué qu'ils regardaient la télé allongée depuis leur lit. Voilà. Bon, ben ça peut être aussi pas mal. Hein. Pensez à quantifier le nombre d'enfants qui ne font aucune activité sur tablette et téléphone. Ça arrive. Il y en a au moins un par classe. Il n'y a pas de télé ni de téléphone à la maison. Pensez à quantifier aussi ceux qui sont toujours seuls devant les écrans. Donc, on n'en a quantifié que 7 seulement. À mon avis, il y en a beaucoup plus. Et ceux qui ne sont jamais seuls devant les écrans, aussi, ça serait intéressant de quantifier par qui ils sont accompagnés. Donc là, c'était mon intervention auprès des élèves de maternelle. Voilà. Après, je suis partie en classe de CP-CE1 et on a fait un travail sur l'esprit critique, commencer à lire une image. Commencer à se dire que si on se contentait d'interpréter une image, eh bien, on pouvait l'interpréter mal si on ne connaissait pas sa source. Et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Donc je suis partie d'une image, on va voir après, voilà, une image qui a été prise dans un livre de Sciences à venir en 2016. J'ai montré cette image aux élèves, sans la légende bien sûr qui allait avec. Et là, on a eu des retours des élèves assez forts en disant qu'il massacrait le rhinocéros, il massacrait à la machette, il lui faisait du mal. Alors que quand on leur apporte la légende, c'est en fait un homme très riche qui défend, qui a mis en place un ranch de rhinocéros pour les défendre contre les braconniers et qui récupère lui-même donc les cornes, qui est quelque chose de très... une denrée très précieuse, voilà, et très chère. Donc les enfants, ils ont appris quand même qu'il ne fallait pas lire, il fallait avoir plusieurs lectures d'images et surtout être informé et aller chercher les sources d'information. Et ça, c'est notre rôle d'éducateur de leur donner. Donc voilà, je ne sais pas si on voit au tableau, voilà, non, je crois que c'était après, on voit qu'il parle de... il le tue pour le manger, il le capture, voilà. Il y en a quelques-uns qui ont dit certainement qu'ils sont en train de les soigner parce qu'ils sont en voie de disparition. Donc on a fait tout un travail sur la lecture d'images dans la classe de CP-CE1 et en parallèle, on a commencé donc, à évaluer sa fiabilité et dire que l'info doit être vérifiée. Voilà, c'était l'objectif de cette séance. Et en parallèle, on a travaillé donc la notion de qu'est-ce qu'une information et la différencier d'une anecdote et d'une rumeur. Donc j'ai fait courir des rumeurs à l'école. Je vais quand même, je pense que j'avais prévu de vous lire la petite rumeur que j'ai balancée. C'est dommage que le directeur d'école ne soit pas là. En tout cas, voilà, je leur ai dit que 4 amis se retrouvaient le lundi matin en cours de récréation, ce qui arrive, vous savez bien, en cours de récréation, en premier degré, ils se racontent toujours ce qu'ils ont fait le week-end. Et il y en avait un parmi les 4 qui disait « Moi, je détiens une vraie information.
Donc je leur ai dit que Léa disait qu'elle avait fait du skate avec son chien, que Léon avait acheté des Legos pour sa collection, que Paul avait vu l'ATSEM, c'est là que j'ai pris des dangers, avait vu l'ATSEM de la maternelle au parc avec le directeur de l'école. Voilà. Et que Jade, par contre, elle annonçait qu'il y avait un nouveau cinéma qui allait être construit dans le quartier. Voilà. Et les enfants, ils ont pris argent comptant que le directeur entretenait une liaison avec l'ATSEM. J'ai pas eu de problème, j'aurais pu en avoir. Toujours est-il qu'ils ont bien compris que ça pouvait être tout, et surtout pas ça, la sœur, la cousine, voilà. Et on a travaillé sur la vraie information, c'est que... Ah mais voilà. C'est que c'était bien Jacques qui annonçait qu'il y avait un nouveau cinéma, je dis le mot cinéma dans ma présentation, comme elle le savait, parce qu'on peut vérifier cette information, et donc c'est eux-mêmes qu'on essayé de voir comment on pouvait vérifier qu'un cinéma allait être construit dans le quartier. Donc ils ont parlé d'aller voir le maire, l'adjoint du maire, d'aller voir les ouvriers sur le chantier aussi, de s'intéresser à ce qu'ils étaient en train de construire. Donc ça, c'était pour leur apporter la définition d'une information qu'elle doit concerner un maximum de gens et non pas être une anecdote. Voilà. Ou alors une rumeur, comme le directeur de l'école. On a même fini par la lecture d'une BD. Alors, elle est assez violente, cette BD, parce qu'au début, c'est une petite rumeur. Elle court tellement rapidement qu'à la fin, on avait oublié son cahier de texte. On espérait que peut-être l'enseignante soit malade ce jour-là parce qu'on avait peur d'être réprimandé. Et à la fin, c'est tellement déformé, ce bruit de couloir, que ça finit que la maîtresse, en fait, elle est morte. Voilà. En très peu de minutes, à la fin, la maîtresse est morte. Et les enfants, ça les a beaucoup questionnés, en disant qu'il faut faire vraiment attention à ce que l'on dit. Alors, je dis exactement, il faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu dis. Voilà, donc ça, c'était pour le retour. Ah non, c'était excusez-moi, c'était l'interview. C'est l'interview. Oui, voilà. C'est les enseignantes que j'ai interrogées à l'issue de ces séances. Alors, elles sont plutôt bonnes, ces impressions, puisqu'elles disent que les enfants se sont globalement investis lors de la séance. Le sujet était pertinent pour elles. Elles n'auraient jamais imaginé, d'ailleurs, faire cette séance sur l'information, l'anecdote et la rumeur. Elles pensent que les contenus étaient adaptés. La photo était intéressante, la photo, vous savez, le rhinocéros, parce qu'ils ont eu beaucoup de propositions. Et la bande dessinée, moi, j'ai pris enfin, j'avais peur qu'elle soit trop mal interprétée par les enfants, et en fait, elle était adaptée parce qu'elle leur parlait. Et ils ont dit que le sujet était proche de leur vécu. Sur la protection des animaux, ça les intéresse beaucoup, les élèves. Voilà. Le thème est pertinent, important, les discussions sont riches. Donc, ils ont envie, nos enseignants du premier degré, ils ont envie de continuer à travailler sur l'esprit critique et sur la lecture d'images et surtout qu'est-ce qu'une vraie information et comment faire pour s'informer. Donc là, on est parti. Donc pareil, dans une classe des plus grands, là, on était en CM2 et on est toujours parti sur le même processus de qu'est-ce qu'une image, comment on la lit, qu'est-ce qu'une information par rapport à l'anecdote et à la rumeur. Ils ont eux-mêmes écrit cette définition. Il faut pouvoir prouver l'information, il faut que ce soit quelque chose de nouveau qui concerne un maximum de personnes, il faut qu'elle soit relayée par les médias, qu'elle soit vérifiée en croisant différentes sources d'information. Il est important de bien se renseigner pour s'assurer que l'information soit bien réelle. Voilà. Donc j'étais assez contente qu'à la fin de la séance, ils aient retenu le plus important de ce qu'était une information. Qu'est-ce qu'il me reste Alors j'ai eu la chance de rencontrer Jennifer qui est descendue hier de Paris pour présenter des ateliers à l'école Paul Bert. Donc nous avons rencontré trois classes, une classe de CM1, une classe de CM1 CM2 et une classe de CE2 CM1. C'est ça, j'ai dit, je ne me trompe pas. Tu peux peut-être en parler?
Oui, alors juste pour préciser en fait le contexte d'intervention, je travaille à la CNIL et la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, a 4 missions, dont une mission d'information des publics pour les aider à protéger leurs droits. Et donc effectivement, on intervient dans les classes à partir du CE2 parce qu'on a créé des ressources pédagogiques à destination des parents, des enseignants et des élèves directement. Et on a une campagne qui s'adresse directement à cette cible-là, donc les CE2, CM1, CM2. On a fait des dessins animés, un jeu de cartes, un poster, un livret pour les enseignants, un livret pour les parents, un quiz, qui est un test de positionnement en fait. Et on a produit ces ressources et on s'occupe de les diffuser également dans les classes directement et auprès des entités qui nous le demandent. On a créé ces ressources avec les enfants, avec les parents, avec les enseignants. Et là, ce qui était intéressant dans les séances qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a utilisé tous les supports. On a utilisé le jeu de cartes, on a utilisé les 4 dessins animés qu'on a produits pour parler de l'identité en ligne, du cyberharcèlement, pour parler des cookies, de comment En fait, le but du jeu, c'est de leur expliquer un petit peu comment les mondes numériques se sont construits et les aider à se poser la question de eux, leur place dans ces mondes numériques. Notre objectif final, c'est celui-là. Donc, c'est l'objectif de comprendre et développer sa culture numérique et la citoyenneté numérique. Donc, peut-être tu veux... Oui, alors on les a interrogés sur qu'est-ce que l'informatique pour vous. Et on a les mêmes réponses que les grandes sections maternelles, avec quand même un élément de plus qu'on n'avait pas dans les petites classes. C'est le casque de réalité virtuelle. Mais à part ça, on a toujours les mêmes réponses. Ça veut dire très tôt, là, on prend conscience qu'ils sont baignés dans le numérique. Donc, les interventions, c'est aussi leur fournir des clés d'action immédiate en fait. Hein. Et puis, le premier bouclier de protection, comme vous le savez, c'est de se constituer un mot de passe fort pour chaque service que l'on utilise en ligne. Donc, la démonstration, on l'a fait immédiatement en classe en demandant aux enfants de nous donner une consonne, une voyelle, un caractère spécial, un chiffre. Et j'écris au tableau, et ça nous donne un mot de passe. Et ça leur fait comprendre aussi que finalement, ce n'est pas compliqué de faire un mot de passe fort. Et ils peuvent le faire, même dès le CE2, ils peuvent le faire. Et puis, on leur apprend aussi à se faire un pseudo dans lequel il n'y a aucune partie de leur vraie identité, puisque le but du jeu, c'est justement de préserver leur vie privée, de ne pas comprendre qui ils sont quand ils sont en ligne. Et ça, c'est un énorme sujet parce qu'on l'a vu encore une fois hier. Hein. Ils donnent leur prénom. En fait. Ils donnent leur prénom, ils donnent leur nom, et puis leur mot de passe, en fait, on l'a vu aussi, et c'est intéressant que tu le vois, je suis ravie que tu aies pu le voir, parce que généralement, je suis toute seule à le constater avec les enseignants avec lesquels je suis, c'est que dès 8 ans, ils se font usurper leur identité. Dès 8 ans, ils sont sur des plateformes de jeux en ligne, et comme ils ont des mots de passe hyper simples, et il y a forcément quelqu'un, un hacker, qui va récupérer en général, ils gagnent des trucs là, comme les Roblox et tout ça. Et donc, ils ont des expériences en ligne dès 8 ans. Voilà, donc ça c'est pour illustrer le fait que... C'était ludique, voilà. Oui, voilà, c'était plutôt ludique. Et en fait, moi, ça m'a étonnée quand on leur a demandé à la fin ce qui ressortait en fait des interventions. Voilà ce qu'ils ont sorti. Et j'étais assez étonnée qu'ils parlent de danger, puisque moi, je n'en parle pas, je ne verbalise pas le fait qu'il y ait des dangers. Ou des interdictions. En fait, je ne verbalise pas du tout le fait qu'il y ait des interdictions, puisque je leur demande à partir de quel âge on peut se constituer un compte sur un réseau social. Donc, en général, ils n'ont pas l'information et la plupart des élèves ont des comptes sur les réseaux sociaux sans avoir demandé aux parents. Mais je ne parle jamais d'interdiction et eux ont révélé le mot interdiction et le mot danger. Voilà. Et alors, Clarisse a pu faire un petit sondage parce que je leur pose des questions. En fait, je leur demande de lever la main sur certaines questions. Et voilà. Donc là, c'était sur 27 élèves. Hein. C'est un petit panel, mais ça serait quand même intéressant de voir. Il y a déjà 2% d'élèves qui se sont déjà identifiés sur Internet. 4% avec leurs parents, donc c'est un peu mieux, et 80% d'élèves qui ont déjà stalké quelqu'un. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, il faut dire là-dessus. Ça veut dire stalker, ça veut dire qu'ils ont été chercher des informations sur quelqu'un. Pourquoi est-ce que je leur pose cette question ? Je leur pose d'abord, est-ce que vous avez déjà été chercher des informations sur quelqu'un de célèbre ? Vous vouliez avoir plus de contenu sur la personne ? Oui, célèbre, oui, il n'y a pas de problème. Et quelqu'un qui n'est pas célèbre, mais quelqu'un que vous avez croisé dans votre vraie vie ? Et pourquoi est-ce que je leur pose cette question ? Parce que la suite logique, c'est si vous avez été chercher des informations sur quelqu'un, en fonction des classes, ils me disent « Ah bah oui, mais ça veut dire que moi aussi, on peut chercher des informations sur toi. » Eh bah oui, on peut chercher des informations sur toi, donc attention à ce que tu dis. Et c'est l'occasion d'enchaîner comme ça. Mais effectivement, c'est une pratique qu'ils ont déjà dès le CE2. Hein. Et on en a parlé aussi des
les adultes de confiance. 90% d'élèves ont un adulte de confiance. Généralement, c'est les parents. Et on leur a bien dit que s'ils n'en avaient pas, ils avaient toujours un référent adulte à portée de main qui s'appelle tout simplement l'enseignant. Voilà. Et ils n'ont pas forcément conscience de ça, en fait, hein, parce que quand il leur arrive des expériences sur Internet, ils n'osent pas forcément en parler aux parents parce qu'ils ont peur que les parents leur disent puisque c'est ça, les écrans c'est terminé, t'es puni, non. Et puis les parents aussi n'ont pas d'informations par rapport à ce que les algorithmes peuvent envoyer comme vidéo et comme information aux enfants. Donc les parents ont vite tendance à accuser les enfants d'avoir été chercher des vidéos atroces, alors que non, pas forcément. Pour avoir accès à des horreurs, il ne faut pas forcément avoir été les chercher. Et ça, les parents ne le savent pas. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de créer une forme de coéducation, en fait, même en dehors de la classe, évidemment. Alors, ce qu'ils ont retenu, il y a de plus en plus d'informatique dans nos vies, ils en ont conscience. L'Internet ne se nourrit pas de nos données personnelles, de nos données personnelles, d'où la vigilance. En France, on peut se créer un compte si on a 15 ans. C'est vrai que là, il y avait vraiment une malconnaissance. On ne peut jamais savoir ce qui se cache derrière un pseudo, ça c'est important. L'enseignant peut jouer le rôle d'adulte de confiance. On a le droit de vivre dans un monde bienveillant. Et nous ne devrions pas avoir de problème avec les mots de passe parce que nous n'avons pas encore 15 ans. Voilà, ça a été retenu. Alors, là aussi j'ai appris une chose. Ça c'était drôle. À quoi ça sert d'espionner les gens et leur vie privée? Donc les enfants qui se sont posé la question dans l'heure qui a suivi notre intervention, les élèves ont écrit des questions sur une feuille et l'enseignante est venue nous l'amener donc à l'heure d'après, donc on n'était plus dans l'espace classe. Et ils nous ont posé toutes ces questions-là. C'est intéressant aussi d'avoir ce... Est-ce que pirate, c'est un métier? Est-ce que pirate, c'est un métier? C'est un métier. Génial comme question. Oui. Eh bien oui, c'est un métier. Oui. Et puis, donc à la fin, on remet les ressources pédagogiques qu'on a pour permettre à l'enseignant, s'il le souhaite, de s'emparer du sujet et de poursuivre les discussions et les séances sur la protection de la vie privée. Parce que notre but, c'était pas de faire une séance comme ça de saupoudrage, c'est que ça soit toute l'année que l'enseignant s'y réfère. Et c'est vrai que par ces petits ce matériau-là, avec ces QR codes, on a accès à pas mal d'activités et les enseignantes m'ont dit qu'elles allaient s'engager à poursuivre l'action. Alors, le ressenti, c'était quoi ça, Jennifer? Ça, c'est la suite, en fait, ce que les enseignantes ont dit de l'intervention. Et puis la suite, peut-être, là, sur l'année 2025, qu'on peut mettre en place ensemble. Ils allaient faire vivre 10 jours sans écran, oui, d'accord, mais pas que. Voilà, ils ont trouvé que les 10 jours sans écran, c'était pas suffisant pour faire quelque chose de raisonné, de raisonnable et d'accompagner. En fait, les 10 jours sans écran, c'est l'excuse, entre guillemets, pour poser un temps de réflexion par rapport à la culture numérique et d'apprentissage en fait sur la question de qui on est quand on est en ligne, qu'est-ce qu'on fait avec les autres, qu'est-ce qu'on apprend, où est-ce qu'on va chercher les informations, etc. C'est un prétexte en fait, les 10 jours sans écran.